La mode peut-elle changer le monde? Alors vous me direz, la mode, c'est la légèreté, la futilité, le plaisir. On se demande bien comment la mode pourrait changer le monde. Pourtant, la mode, elle a toujours influencé le monde. Vous avez sur cette première image une chaussure préhistorique qui a été trouvée en Arménie, qui date de moins 600 avant Jésus-Christ. Et depuis l'aube de l'humanité, évidemment, se vêtir a été un besoin fondamental. On a d'abord cherché dans son entourage proche les matériaux qu'on pouvait utiliser pour confectionner des vêtements, mais très rapidement, la mode est devenue un acte culturel puisqu'on a ajouté des ornements selon son sexe, selon sa communauté, selon son pays d'appartenance. Très rapidement, les hommes se sont habillés de manière différenciée. On a également fait du commerce avec la mode. La carte que vous avez là, c'est celle de la route de la soie. La route de la soie, c'est une route qui date de moins de 100 ans avant Jésus-Christ et qui reliait donc la Chine et d'autres pays et qui a été créée par la dynastie Han en Chine justement. Et cette route, aujourd'hui encore, elle a à la fois tracé les contours d'un commerce international, mais aussi elle a défini des équilibres géopolitiques qu'on retrouve dans les cartes actuelles. La mode, elle a également évidemment été à la pointe, je dirais, de la révolution industrielle. Vous savez, la révolution industrielle au XIXe siècle, on transforme l'économie, puisqu'on passe d'une économie vivrière, d'une économie où on a une proto-industrie, des petits ateliers, à une économie où on réunit l'appareil productif au même endroit pour optimiser la fabrication. En Grande-Bretagne et en France, c'est dans l'industrie textile que s'exprime le plus cette révolution industrielle, puisqu'on a, grâce à des progrès techniques, divisé parfois par 100, voire par 1000, le temps dont on avait besoin pour faire certaines opérations pour réaliser des vêtements. On a aussi repensé l'organisation du travail et plus encore, on a transformé des territoires entiers. La photo que vous avez là, c'est une photo de Roubaix. C'est la ville dont je suis originaire. Et cette ville, c'est une ville champignon qui a été totalement aménagée autour de l'industrie textile. Les gens sont venus de partout dans le monde pour y travailler et toute la ville était structurée autour de cette activité. Donc la mode a changé des territoires et a changé une économie. Et puis la dernière photo, c'est celle d'Yves Saint-Laurent. Vous avez, après la Seconde Guerre mondiale, la démocratisation du prêt-à-porter, mais aussi l'arrivée de créateurs qui sont devenus des stars, littéralement, et qui ont finalement rendu public leur processus de création et qui ont transformé le vêtement, qui en ont fait un acte politique, un acte de société. Quand Yves Saint-Laurent, en 1967, fait le smoking, par exemple, eh bien, c'est clairement pour affirmer une transformation dans les rapports de genre, dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans le rôle des femmes dans la société, sachant que ce n'est qu'en 2012 qu'a été officiellement abrogé le décret qui interdisait le port du pantalon pour les femmes. Donc la mode, elle influence le monde. Et elle influence aussi, et elle transforme notre monde. Puisque la mode, l'industrie de la mode, on quitte une période de Black Friday. Vous le voyez, c'est un emblème aujourd'hui de cette société de consommation qu'on connaît depuis l'après-guerre. C'est une société dans laquelle on consomme au-delà de ses besoins, de manière parfois frénétique, voire aliénante, des produits dont on ne connaît même pas l'origine. Et l'industrie de la mode a été en pointe dans ce modèle. Elle a bien sûr choisi l'obsolescence des tendances comme un levier pour nous amener à consommer toujours plus, au-delà de nos besoins. Grâce justement à cette capacité qu'a la mode de nous inspirer l'envie profonde d'avoir des choses, eh bien, elle a pu nous proposer des tendances toujours plus rapides. Elle s'est affranchie des saisons. Adieu le printemps et l'été et l'automne et l'hiver. Bonjour le réassort permanent. Certaines enseignes de mode proposent jusqu'à 40 000 modèles par an de vêtements différents. Et puis, évidemment, je l'ai mentionné, grâce au prix bas et à la course au prix bas, aux soldes permanentes, aux opérations spéciales, aux journées privilèges, on a tout le temps le souhait, où on est tout le temps sollicité pour y retourner, toujours plus, toujours moins cher. Et pour faire toujours moins cher, eh bien, on a sous-traité. On a décidé de faire appel à des pays où la régulation du droit du travail n'était pas du tout exigeante. Et ça a conduit à une transformation aussi de la façon dont on consommait et de la façon dont on commerçait le vêtement. 70% aujourd'hui des vêtements qui sont achetés en Europe proviennent d'Asie du Sud-Est. Ça a d'autres conséquences, évidemment, sur mon territoire, qui ne faisait essentiellement que de la confection textile et de la fabrication textile. Eh bien, ça a entraîné un chômage de masse.
les gens qui étaient venus de partout dans le monde pour travailler là, eh bien, se sont retrouvés avec des taux de chômage de plus de 50% dans certains quartiers. Et à l'autre bout du monde, la photo que vous avez là, c'est celle du Rana Plaza. En 2013, une usine s'effondre, faisant plus de 1000 morts, justement parce qu'on n'avait aucune garantie sur la sécurité et les conditions de travail des personnes qui confectionnaient nos vêtements que nous achetions pendant le Black Friday. La dernière image, elle illustre aussi comment l'industrie de la mode nous met dans cette frénésie de la possession. Et puis elle nous met aussi dans une image des corps, dans une diktat des corps, souvent celui de la maigreur, dans finalement une forme d'aliénation dont j'ai déjà parlé. Et puis, bien sûr, tout ce que je viens de mentionner, c'est important, mais il y a un élément dans l'industrie de la mode qui me semble encore plus déterminant, c'est le poids qu'il a dans les pollutions mondiales. Aujourd'hui, l'industrie de la mode est considérée comme une des industries les plus polluantes au monde. Elle émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime international confondus. Elle est la 3e consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Pour la culture du coton seul, on utilise 25% des pesticides du monde. Les fibres les plus utilisées aujourd'hui dans la confection et dans les vêtements qui nous sont proposés, ce sont le coton et le polyester. Le polyester, c'est une fibre synthétique. À chaque lavage, elle émet des microplastiques qui se retrouvent dans les océans. Et on estime que cela représente 50 milliards de bouteilles en plastique dans les océans chaque année qui se retrouvent suite à l'utilisation et au lavage des vêtements. On pourrait continuer, je dirais, à décrire cette situation encore longtemps. Je voulais juste vous citer un chiffre, celui de la situation de la Chine. 70% des eaux de surface en Chine sont considérées comme polluées par les colorants textiles. Donc oui, la mode change le monde, elle transforme son visage. Mais la mode, elle a un atout formidable. C'est une industrie créative, une industrie du sens. On ne s'habille pas simplement par fonctionnalité, je l'ai dit. On s'habille aussi parce qu'on veut communiquer une identité. C'est un moyen de communication non verbale. Et donc, finalement, cette créativité qu'a la mode, elle peut aussi l'aider à changer plus vite et inspirer des changements fondamentaux dans la société. Ça, c'est la situation actuelle. Elle n'est pas très enviable. Et je fais une parenthèse. En plus, elle n'est pas durable, y compris du point de vue économique, puisque, par exemple, le marché de l'habillement français a perdu 15% de sa valeur en 10 ans. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est que l'industrie de la confection qui a connu de grandes difficultés en France, eh bien, aujourd'hui, ce soit l'industrie de la distribution, l'économie de la distribution, dont les sièges sont dans ma région, à Roubaix, où je suis toujours, qui vont connaître ces difficultés-là, puisque aujourd'hui, on achète moins de vêtements neufs et que forcément, cette crise de sens, cette saturation du marché, elle va forcément amener des évolutions, et des évolutions dont les premières victimes seront probablement les salariés, ceux qui n'ont pas beaucoup de bagages aussi, comme les vendeurs dans les magasins. Vous regardez nos centres-villes aujourd'hui, là où il y avait des cellules commerciales avec des magasins de vêtements, souvent on trouve des cellules vides. La créativité peut changer la mode et inspirer des changements dans le monde. D'abord, le premier levier, c'est cette créativité, elle peut être mise au service de l'éco-innovation. Éco-innover, ça veut dire déjà se demander si je ne dois pas prélever de ressources naturelles nouvelles dans un monde fini, si je ne dois pas émettre de polluants supplémentaires dans un monde fini, qu'est-ce que je peux faire? Utiliser des matières recyclées. Et il y a suffisamment de textiles à recycler qu'on a gaspillés parce qu'ils ont été invendus, invendables, que ce sont des chutes, voire des vêtements que nous avons dans notre placard. Parenthèse, un vêtement sur 2 dans notre placard, nous ne le portons pas. Eh bien, ces matières, elles peuvent devenir de nouvelles matières premières pour faire des produits de mode et d'habillement. Deuxième matière première, ce sont les déchets, issus d'autres industries. On sait faire de la viscose avec de l'épluchure d'orange. On sait faire aussi du cuir avec des feuilles d'ananas. On peut utiliser aujourd'hui des tas de produits qui sont issus d'autres secteurs pour faire des produits textiles et les recycler à l'infini. La basket que vous avez là, c'est une basket qui est faite à partir de plastique des océans. C'est une marque de sneakers. Aujourd'hui, cette basket, c'est une association qui collecte les plastiques des océans, l'association Parley for the Oceans, et elle est recyclable en 2022, elle sera recyclable à l'infini. Il faut penser dès le début du produit à son réemploi, sa réparabilité, sa recyclabilité. Si un produit que je sors
ne peut pas être réutilisé, ne peut pas être réemployé, ne peut pas être transformé, je ne le fais pas. Aujourd'hui, on ne sait pas recycler massivement les textiles parce qu'il y a des mix matières entre du coton et du polyester, par exemple. Donc tout ceci peut être transformé par l'innovation. Des circuits courts, rapprocher le lieu de fabrication du lieu de consommation, ça semble évident. Un jeans et ses composants parcourent 65 000 km. Est-ce que c'est tout à fait acceptable aujourd'hui? Fabriquer sans chute, avec la conception 3D, on sait fabriquer des produits en évitant d'avoir des chutes de production au moment de la découpe des tissus. Et fabriquer à la demande, on croule sous les invendus, les invendables, le surstock, les soldes pour écouler tout cela. Et donc, grâce aux outils digitaux, on est capable aujourd'hui de faire du réassort automatique, mais pas simplement depuis l'entrepôt où le vêtement attend d'être envoyé en magasin, mais depuis la confection. Évidemment, ça demande de rapprocher le lieu de confection du lieu de distribution. Le deuxième levier, c'est de changer le métier de ce qu'est une marque ou une enseigne. Une marque ou une enseigne, son sujet demain ne doit plus être, dans notre vision d'avenir, de vendre des habits, mais d'habiller les gens. Et quand on se dit que mon sujet, mon objectif, c'est d'habiller les gens, mon business, ça veut dire que mon objectif sera d'abord de les conseiller pour que le vêtement qu'ils achètent, ils le portent effectivement. Ça peut être aussi de leur proposer des services de réparation, des services de location, des services de revente de seconde main. Tout est possible dans cet univers de nouvelles façons d'aborder le métier. Et puis, il y a un dernier sujet que j'ai déjà évoqué, c'est cette créativité, elle a aussi pour rôle d'inspirer des changements. L'industrie de la mode peut proposer aujourd'hui des vêtements qui sont davantage adaptés à nos nouveaux modes de vie. Si on veut une mobilité respectueuse de l'environnement, il faut des modes doux, il faut du vélo. Il faut par exemple justement transformer les vêtements pour qu'ils soient adaptés à ces nouveaux modes de vie. Il faut aussi, dans l'histoire que racontent les marques et les enseignes, qu'elles puissent raconter cette histoire que nous vivons collectivement, qui est celle de devoir être des acteurs de la régénération de la planète. Et ça, je pense que c'est un message fort que les consommateurs peuvent comprendre. Alors, agir aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaye de faire. D'abord, j'ai écrit un livre qui fait un peu le point sur tout ce que je viens de vous raconter, parce que je pense qu'il fallait comprendre avant d'agir, comprendre l'étendue de la situation et les leviers par lesquels on en était arrivé là. C'est important parce que agir sans comprendre, c'est s'agiter. Donc j'avais très envie de passer du temps, et j'y ai passé du temps, pour analyser vraiment le processus par lequel cette industrie s'était transformée pour arriver à cette situation-là aujourd'hui. Et ensuite, on a lancé à plusieurs, dans une association qui s'appelle Nord-Créa, un forum des solutions. Alors, au départ, quand on l'a lancé, on ne pensait pas que tout le monde répondrait présent. Et en fait, on a quasiment toutes les grandes entreprises françaises qui viennent à ce forum des solutions pour voir tout ce qui peut exister. J'ai évoqué certains exemples des produits recyclables aux nouvelles façons de vendre des vêtements. Et il réunit toutes ces entreprises, mais aussi les jeunes start-up, les jeunes créateurs, parce qu'ils sont très nombreux à s'engager aujourd'hui. Il réunit aussi des experts qui travaillent sur les textiles de demain. Et puis la dernière chose, c'est qu'on s'est dit, bon, c'est bien d'expliquer ce qu'il faut faire, mais ce serait bien de le démontrer. Et donc on a monté un atelier qui s'appelle Plateau Fertile et qui propose aujourd'hui de la confection à partir de chutes, d'invendus, et qui sont remis dans le circuit de distribution des marques. L'idée, c'est de faire des circuits courts en boucle fermée sur un territoire, et en l'occurrence, évidemment, à Roubaix. Alors, et vous, dans cette histoire? Moi, je crois que chacun peut s'engager dans cette action. Évidemment, si vous aimez la mode, n'hésitez pas à entreprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de nouveaux métiers, nouvelles entreprises à créer dans ce domaine, mais vous pouvez aussi simplement, lorsque vous achetez vos vêtements, vous demander qui les a faits et dans quelles conditions. Et si une marque ou une enseigne n'est pas capable de vous expliquer la traçabilité, en toute traçabilité, en toute transparence, d'où viennent ces vêtements, il y a un problème et peut-être il faut passer son chemin. Et puis, il y a une action encore plus simple, qui n'est même pas une action de résistance à la frénésie, mais une action qui peut vous faire plaisir. Celle de trier son placard et de se demander dans mon placard de quoi j'ai vraiment besoin, ce que j'aime, ce qui me rend meilleur, plus beau, ce qui communique davantage sur ce que je suis auprès des autres, et privilégier ces vêtements. Et ensuite, bien sûr, le seconde main, les marques engagées, tout ce qui peut contribuer à cette régénération. Alors oui, moi je crois que l'industrie de la mode et la mode peut changer le monde dans toutes ses dimensions, dans ce qu'elle inspire et dans ce qu'elle fait. Et elle a besoin de tous et de toutes pour pouvoir y arriver, et vous pouvez en être des acteurs.